Salut Manfred, Salut, je suis content de te recevoir sur le siège éjectable, ça me fait plaisir de venir vous dire bonjour. mais merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Manfred Pache. Prénom n'a rien à voir avec les Vaudois. D'accord. Ma mère était allemande. Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais bon, Non. je suis né à Vienne pendant la guerre. D'accord. Et puis, on a quitté l'Allemagne, on est revenu en Suisse. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup vécu à Montreux, où j'ai fait mes études, D'accord. jusqu'à l'école secondaire. Et après, je suis entré en apprentissage parce qu'à cette époque-là, il fallait prendre le premier boulot qui venait. Hein. Bien sûr. On n'avait pas tellement le choix. Et puis, j'ai fait ferblantier, appareilleur, un peu de la mécanique. J'avais fait un peu de mécanique aussi un peu avant. Et puis voilà. Donc c'était plutôt de la mécanique de précision? C'était au début de la mécanique de précision, puis j'ai arrêté parce que j'habitais à Sonzy, en dessus de Montreux, puis j'ai atterri à Genève. D'accord. Alors, j'étais peut-être plus souvent où il ne fallait pas qu'au cours. Hein. C'est vrai. Puis, comme j'étais toujours un petit peu en retard dans mes travaux, il fallait aller très vite. Oui. Donc, il y avait un tour Chaublin qui en faisait automatiquement débrayer, mettre la marche arrière. J'avais du retard, j'avais mis pleine vitesse, et puis, ma foi, quand j'ai fait ça, Oui. le mandrin s'est dépaché, il est sorti par la fenêtre, j'étais sur la route. Alors voilà, Ouais. D'accord. il a fallu chercher un autre métier. Oui. C'est assez simple. Ok. J'ai recherché un autre métier Oui. que j'ai fait. J'ai fait donc ferblantier, j'en ai bien aimé parce que c'était encore une époque où c'était pas de l'industriel, où on fabriquait. Oui. Tout de A à Z. De A à Z, on faisait la fabrication de tout. D'accord. J'ai même fabriqué des coques de clocher, des trucs comme ça. Oh, ok. Oui. Bon. Et puis, une fois après un cours de répétition, j'étais dans les troupes de montagne. Et puis, j'ai eu un problème de dos. Et puis, j'ai dû changer d'arme. Et puis, je suis venu à Payerne faire un cours. D'accord. Mais c'était plus un cours de visite que là. Et j'ai vu qu'ils cherchaient du monde, et puis je m'étais inscrit et je suis venu. Ok. J'ai été pris. D'accord. C'était à l'entrée du Mirage, Ah, ok, très bien. où il fallait passablement de bon. Oui. J'ai commencé comme aide, puis ensuite comme professionnel, et puis ma carrière a évolué. J'ai commencé sur le Vampire, Ok. j'ai terminé sur le FA-18. Je les ai tous Tu les as tous faits. faits. Même Donc, le Tu étais en tant que spécialiste d'armement, c'est ça? spécialiste de l'armement. Oui. Munitions, armement. D'accord. Ah oui, donc c'est quelque chose de déjà très spécifique. Oui, c'était très intéressant. Il y a un avion sur lequel tu as préféré travailler ou c'était pour toi c'était un peu ben, égal? Bon, mon avion préféré était le Mirage. Ça, Ouais. c'était le top. Oui. J'aimais bien parce qu'il était très, très, très pratique. Pour D'accord. connaître côté français, ils sont très pratiques. Anglais, c'est pas mal, mais légèrement un petit peu compliqué parce qu'il faut tout assurer et tout. Tandis que les Français, ça se faisait automatiquement. Oui, d'accord. Automatiquement, c'était bien. J'ai beaucoup aimé le F5 aussi. Par contre, c'est un joli avion, joli chasseur. Pour le combat aérien, ça s'arrête là un peu. Par contre, l'avantage que j'avais, c'était par exemple avec des FV Hyman, j'étais souvent employé pour faire des essais. D'accord. Alors, Donc tu faisais à ce moment-là. avec eux, Oui. pour des essais, des tests de nouveaux armements, et des trucs comme ça. Du tir au canon, des choses comme ça. Pour les modifications, des trucs comme ça. Ou les essais quand on a commencé avec les bombes à sous-munitions, quand on avait commencé avec les AMRAAM, ces choses-là, j'avais cette chance à faire. Donc tu faisais des essais, mais tu faisais aussi de l'entretien? Alors, ça c'était des bons moments quand j'allais faire les essais. Alors autrement, c'était d'abord apprendre comment sont les munitions, comment elles fonctionnent et tout.
comment on travaille avec, quelles sont les mesures de sécurité et tout. Ensuite, il fallait s'adapter sur l'avion pour tous les contrôles de fonctionnement. D'accord. Alors, comment il fallait contrôler les fonctionnements, aussi bien dans la cabine qu'à l'extérieur et tout, pour la mise en service. Oui, bien sûr. Après, il y avait l'armement de lui-même à faire, avec aussi les mesures de sécurité. Ensuite, ce qu'on appelait les rétablissements, c'est-à-dire quand ils étaient revenus, les canons qu'ils avaient tirés une semaine, il fallait les démonter, les nettoyer, complètement de A à Z. Oui. On avait également tout ce qui était caméra, le montage des caméras dans les cabines, parce qu'il y avait toujours 2 sortes de caméras sur presque tous les avions. D'accord. Il y avait la caméra de nez, c'est-à-dire la caméra de but, qui filme automatiquement. Dès qu'il y a un canon qui se met en marche. Non, ce qu'il voit. Ce qu'il voit, d'accord. Par exemple, s'il fait un bombardement, il voit le but. D'accord. Et puis, on avait une autre caméra qui se mettait en dessus du viseur. Cette caméra filme à travers le viseur ce qui se passe par la vitre du cockpit. Donc, ça... Voilà la copie. Et puis, ça, c'était pratique, par exemple, dans les combats aériens. D'accord. Parce qu'avec ça, ils pouvaient voir dans le mouvement ce que avait été fait le travail. Donc, c'était ça, on avait ça aussi. Ensuite, on a eu les contre-mesures qui sont venues. Aussi, il fallait les contrôler. Donc, les chefs, les flares, les contre-mesures. Les contre-mesures, on est déjà sur quel type d'avion? C'est déjà du F-18 Alors, ou là, on commence... Non, ça commençait déjà avec le Tiger et puis le Mirage. Oui, d'accord. Le Mirage, on avait déjà les premières contre-mesures. On a fait des essais de contre-mesures. C'était assez marrant. Avec le Venom. D'accord. Où, dans le début, pour essayer de brouiller les radars, on avait croché sous les volets du Sagex. Ah, ok. Et puis, quand il fallait passer, ils ouvraient, puis c'est le Sagex qui pouvait gêner un petit peu les radars. Parce qu'ils avaient des échos. D'accord, ok. C'était dans les débuts, ça. Bien avant que les vraies contre-mesures arrivent. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est contrôle, nettoyage, voilà. Donc le canon qui a derrière nous ici, tu as eu l'occasion de travailler sur ces canons. Alors j'ai travaillé sur les canons hispano-suisses. Les nôtres, c'est des hispano-suisses qui sont sur Vampire Venom. Après le canon Aden sur le Hunter. Le canon du Mirage aussi. DEFA. Et puis le canon américain qui est un des plus vieux canons qui existent. Ah bon? Ils avaient ces canons sur les avions à hélice. Ah, c'était les mêmes? Ah oui, c'était des vieux canons comme ça. D'accord. Les canons sont vieux. Ouais. Mais bon, ils fonctionnent très bien. J'avais un peu de difficulté, c'était pour les remplir. Parce que mettre plus de 300 coups là-dedans, en les enfilant, puis devant faire des en haut, crochet, en bas, et puis arriver à tous les mettre. On était arrivé qu'à un moment donné, les 6 derniers... Et on ne les mettait pas? On ne les mettait pas, parce qu'il aurait fallu tourner. Ils n'auraient jamais été prêts pour faire ce qu'il fallait. L'aviation, pour toi, c'était une passion déjà que tu avais depuis le début? C'était une passion de l'enfance? Ou c'est venu après coup? Non, j'étais une passion, c'est vrai. Quand j'ai voulu faire mécanicien, c'était mon papa qui avait écrit à la Suissair comme apprenti, puis c'était là qu'il m'avait dit qu'il ne formait pas, mais que je pouvais aller à l'école des arts et métiers à la rue de Lyon à Genève, faire mon apprentissage, et après j'aurais pu me présenter. D'accord. Vous connaissez la suite. Oui, tout à fait, bien sûr. La suite. Et puis ensuite, quand j'ai eu la possibilité de venir, j'ai dit tiens, pourquoi pas, je suis encore assez jeune. Alors je me suis inscrit, puis je suis venu, et puis j'ai fait toute la lignée. Est-ce que pour toi, le côté mécanique était quelque chose qui te passionnait plus que le pilotage, par exemple? Le pilotage, j'aurais bien aimé. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Je n'avais pas les moyens.
Par contre, j'ai mon fils et mon petit-fils qui pilotent. D'accord. Alors, ça c'est... Bon, mon fils, il est déjà âgé, mais mon petit-fils, il pilote aussi. Des fois, ça me donnerait envie de commencer, mais... Par contre, ça ne me ferait rien de faire des tests. Ouais. Est-ce que tu vas des fois voler avec eux? Ça t'est déjà oui, arrivé? alors, oui, alors voler. J'ai eu la chance quand même de voler, sauf les jets. Sauf les jets. Voilà. D'accord. Les autres, j'ai à peu près tout volé. Le plus merveilleux, c'est l'hélicoptère. Oui. Ça te passionne l'hélicoptère? Ah oui, surtout quand on faisait des vols tactiques, c'est-à-dire des vols à ras le sol. Ouais. Et puis vous suivez le terrain. Ouais, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Vous passez une colline, puis il y a un troupeau de vaches. Oui, il faut garder une certaine hauteur. Voilà. Il ne faut pas vous échecter. Non. Donc tu fais ton service militaire, tu passes à l'entretien. Alors, après mon service militaire, bon, j'ai eu un problème de dos. J'ai jamais accepté, par contre, parce que ma passion, c'était la montagne aussi. D'accord. Alors, j'ai jamais accepté de passer dans les troupes d'aviation. Oui. De toute façon, il y aurait eu quoi que ce soit sur le livret de service, j'étais bloqué. OK. Donc, alors, je profitais au moins des cours de répétition pour retourner un peu en montagne. C'était ça. Donc après, tu passes, justement, ton service militaire, tu passes en tant que professionnel? Alors, professionnel, je passe professionnel ici. Et puis, j'ai fait toute la hiérarchie, et puis j'ai terminé responsable de l'armurerie. Ici à Payerne? Ici à Payerne. Ah, c'est génial, d'accord. J'étais le dernier responsable de l'aviation. Et puis, Là, alors, ça change tout parce que c'est la paperasse. Ah ouais, plus on monte, plus il y a c'est la paperasse. C'est ça. Le F-18, c'est un avion qui marque particulièrement ou... Non. Non? Oh. Non. Au moins, Non, parce que j'ai eu l'expérience du Tigre. J'ai vu que le FA-18, technologiquement, oui. On va pas discuter là-dessus, mais je pense encore même dans le pratique, quand il fallait monter des réservoirs comme ça sur des FA-18 ou comme ça, je regrette, mais les Français sont 10 fois plus pratiques, c'est beaucoup plus vite monté. D'accord. Les systèmes sont beaucoup plus simples. Oui. Là, ils sont très simples, c'est les anciens systèmes qu'ils n'ont pas modifiés et tout. Mais pour nous, ça ne semblait pas. Le 18 était plus compliqué alors en termes techniques? Plus embêtant. Plus embêtant. D'accord. Plus embêtant. Tandis que l'autre, on le mettait, ça se crochait de lui-même, il n'y avait plus qu'à attendre, c'était fini. D'accord. Tandis que là, il fallait crocher, il fallait attention, c'est gros, c'était pas si pratique. Oui, ok. Et puis, par exemple, comme le canon du Hunter, qui est quasiment le même que le DFA français, mais c'était aussi du compliqué. D'accord. Beaucoup de fils de fer pour rassurer tout, tandis que le système français, c'était tout ça sur lui-même. Quand vous avez mis la dernière pièce, c'était bloqué, fini. Tout était bloqué. Ah, génial. Oui. Alors pour ça, il faut reconnaître que... j'imagine que c'était aussi une fierté de pouvoir travailler sur le Mirage 3. Le Mirage 3, vraiment, c'était l'avion que j'ai préféré. Ouais. J'ai préféré. J'adorais le Hunter parce qu'il est beau. Oui, bien sûr. J'adorais le Hunter. Le Tigre, c'est un joli joujou. Ouais. Mais c'est vrai, c'est tout. C'est un joujou. Vous avez 2 canons, 2 Sideville. Ouais. On a fait des tests aussi avec les bombes Tabot, qui sont comme il y en a une là-bas dessous. On a fait des tests avec des AMRAAM. Ouais. Bon, quand on les mettait, par exemple, les AMRAAM à Interlaken, les pilotes qui faisaient l'essai, ils rasaient les cheminées. Oui, d'accord. Parce qu'il n'avait pas la puissance. C'est comme on mettait 3 réservoirs de 1050 litres ou 1100 litres, 1050. 3 sous les ailes, c'était Cap-Payerne qui pouvait décoller. À cause de la longueur de la piste? À cause de la longueur de la piste. Oui, bien sûr. Sur les pistes de Sion et tout ça, c'était pas possible. Déjà, à 2, avec 1, c'était déjà... Oui, tout à fait. Voilà.
Le gros réservoir qu'il y a ici au milieu sur cet avion-là, il a quelle capacité? 1100 litres, 1100 1050 litres. Ah, c'est déjà honorable, Oui, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Mais ça hein. alourdit considérablement la machine. Oui, et puis ça freine, vous voyez la grosseur. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Par contre, comme Mirage, on avait des 1100 litres qui ont presque été toutes modifiées. C'était M. Carrel, qui était à l'époque le responsable un peu de ça. D'accord. Alors on avait repris le système israélien. Ah, intéressant. Intéressant, oui. Alors c'était des réservoirs de 750 litres et puis de 500 litres. Mais c'était tous des réservoirs fuselés. Oui, donc qui était beaucoup plus aérodynamique. Beaucoup plus aérodynamiques, beaucoup plus longs, beaucoup plus fuselés. Et puis ils étaient tous aussi largables. Hein. Ceux-là aussi. Comme ceux-là aussi, ouais, mais ouais. ils étaient aussi, mais fuselés. Oui, Donc vous aviez des réservoirs de 50 litres qui étaient avant un peu plus gros. On a mis des beaucoup plus fuselés. oui. Avec un système de largage qui n'existait pas sur les normales qu'ils mettaient sur le Mirage. C'est venu après coup. Donc c'était pour l'avion qui a le plus marqué. Qui a marqué dans certaines évolutions. Ouais, Oui. ouais. Bon, les canards, tout le monde sait pourquoi ils sont venus, donc c'était à cause du combat aérien, Oui, bien sûr. à cause des vitesses. De mémoire, on était les seuls à avoir cette configuration Non, sur Israël l'avait. l'Israël l'avait aussi. Et le Kfir, c'est eux qui avaient fait un premier. Ah, ok, Le d'accord. Kfir qui était un Mirage, Oui, qu'eux ont modifié et puis qui ont mis des réacteurs américains qui étaient plus puissants. Donc les canards, ça vient d'Israël en fait. Ça vient d'Israël, c'était. D'accord. D'ailleurs, on appelait ça IMI, mais c'était machin IMI Israël. Enfin, Ok, c'était ouais. IMI, mais c'était pratique. Il faut reconnaître que là, il y avait une avancée qui a été faite. Ça a beaucoup amélioré les choses. Mais autrement, il y avait pas mal de trucs qui savaient dans l'aviation puis dans l'armement. Oui. On a fait des essais avec les Hunter aussi. On a fait des essais avec des bombes anti-piste. D'accord. C'est des espèces de grosses boules D'accord. qui étaient montées sur des supports et qui sortaient l'un derrière l'autre à une largeur de piste et puis qui tombaient sur la piste et puis qui explosaient à ce moment-là pour détruire la piste. D'accord, ouais, donc ça rendait On la a piste. fait des essais avec le Tiger, Mhm. avec des antipistes roulants, c'était des bombes roulantes, enfin des bombes avec parachute et puis qu'on pouvait mettre plusieurs l'une sur l'autre. Ah ouais, d'accord, ok. Et on a fait un essai sur la piste chez nous, en bout de piste. Alors il tirait ça, la bombe tombe, il y a un parachute qui se met, qui donne la position exacte D'accord. de pénétration et à ce moment-là, la fusée il se met en route. Ouais. Et elle perce. D'accord. Alors, c'était des essais, chacun avait les siens. Ouais, ouais. On n'a jamais employé. J'ai entendu qu'il y avait aussi pour l'entraînement des munitions en béton, des bombes Alors, en béton. on avait tout ce qui est système. Alors, pour l'entraînement, on avait des supports spéciaux. Ça existait déjà sur le Vampire. Et on est sur le Hunter également, on avait aussi. C'était des supports électromécaniques on montait des bombes en béton qui faisaient l'entraînement pour les bombes béton, grosses bombes qui vont au sol. Après, on avait des bombes avec des fumigènes qui se montaient dessous, qui étaient en J. Qui était en J. En J, qui permettait une autre sorte de bombardement. D'accord. C'était une autre sorte de bombardement. Puis plus tard, on a eu des bombes en araldite, Ah ouais. très fines, très longues, qui étaient pour le Hunter, pour faire l'exercice de tir, ce qu'on appelait, ou les pilotes, moi je ne me rappelle plus exactement, mais long, le tir, c'est-à-dire basse altitude, très haute vitesse. D'accord. C'était pour remplacer les bombes de 450 kg. À haute vitesse, à plus de 900 à l'heure. Et au moment de monter, il y avait des calculateurs que nous, on avait réglés. C'était aussi l'armure qui réglait, d'après les données du pilote. Il larguait cette bombe
eux dégageaient, la bombe allait à 6-7 km. Ah ouais, ok. D'accord. Ça permettait de bombarder à distance. C'était un peu des gens, si on voulait appeler ce qui se passe aujourd'hui, des bombes volantes. Oui, oui, tout à fait. Mais elles étaient seulement lancées d'elles-mêmes, elles ne partaient pas avec une fusée. C'est ces fameux, les bombes en béton, c'est ces fameuses qu'on retrouve encore dans le lac de Neuchâtel. On trouve dans le lac Neuchâtel. Il y en a encore à profusion. Les bombes, par contre, on pouvait aussi mettre des fumigènes sur les bombes en J, par exemple. Par contre, ils ne se tiraient jamais dans le lac. Ils se tiraient dans la berge. Ah, ouais. Ils avaient des cibles, puis ça permettait de contrôler leur tir, tandis que dans le lac, ben, c'est une grosse cible. Le fumigène, c'était vraiment pour la trajectoire, de la bombe, ouais, et voir la trajectoire, voir. Ça permettait à l'officier de tir, comme c'était là, c'est l'officier de tir, et de voir les trajectoires. Ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est la carrière que tu as eue en professionnel, elle était vraiment riche en fait, parce que justement, tu as touché à tous les systèmes possibles. Tous les systèmes qu'on pouvait, c'était toujours. Bon, il y a aussi les modifications pour l'avionique et puis ces choses-là, mais il y a eu des trucs avec l'avionique qui ont été faits pour améliorer l'armement. Ouais. J'ai eu, par exemple, une fois avec un collègue qui fait de l'informatique, qui était très fort. On avait le système quand on tirait avec le Mirage, surtout quand il faisait les tirs RR, c'est-à-dire il tirait sur une cible mouvante, là, et puis chaque fois qu'il revenait, pour gagner du temps, on mettait 4 fois avec un obus d'interruption, c'est-à-dire l'obus d'interruption, c'est un obus inerte. À blanc, ouais. Inerte, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où il passait devant la broche de mise à feu, il n'y a rien qui se passait, alors c'était arrêté, c'était bloqué. Alors on avait un système pour recharger, pour remettre, où on mettait une petite cartouche de réarmement, parce que ça existait sur le Mirage, pour une cartouche de réarmement. Si ça arrivait en réalité, on les avait aussi. C'est que s'il y avait un obus qui n'avait pas explosé, il aurait été expulsé et ça aurait pu permettre un tir. On avait trouvé ça, puis on avait décidé de faire des recherches. Et avec lui, on avait trouvé un système électronique où on pouvait régler le nombre de coups. Ce que on a à présent sur les Mirage 2000, et qui existe, et puis qui sur le Hornet existe beaucoup, c'est-à-dire on peut mettre un détotalisateur, mais ça c'était électronique, on avait fait 2 systèmes, un quand il tirait 30 coups, ça coupait l'alimentation électrique, il n'y avait qu'à le défaire, le mettre à zéro comme ça, puis on le remettait, puis ça repartait pour le prochain vol. C'était tous des essais comme ça, c'était intéressant. Génial. Une fois que tu as fini ta carrière dans le domaine militaire, tu as des activités encore au niveau aéronautique? Tu as des hobbies, tu as des choses comme ça? J'ai surtout le musée. Ouais. Malheureusement, j'ai eu un arrêt à cause de mon épouse qui n'était pas bien, qui était malade, alors j'ai dû laisser un peu tomber. D'accord. J'ai fait un bouquin. Oui, alors on l'a. J'ai fait un bouquin sur une bonne période de ma vie. Oui, tout à fait. Sur Payerne, tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait, des trucs pas mal. Je pense que je ne l'ai pas trop mal réussi, où ça fait depuis 1984 jusqu'en 2004 à ma retraite. Ouais. Et je l'ai fait à ma retraite. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment, tu retraces en fait l'entièreté de ton service. Heureusement, j'avais pas mal de collègues qui notaient des trucs, et puis j'ai pu aller les rechercher. Jusqu'à l'arrivée du pape? Jusqu'à l'arrivée du pape. Sur la base de Payerne? Oui, jusqu'à l'arrivée du pape à la base de Payerne. C'est incroyable. Voilà, ça c'était surtout parce que j'ai bien séparé, j'ai marqué ce qui se passait dans ce livre. Il y a tout ce qui s'est passé. Par contre, il y a la période la plus noire, alors c'est les accidents. Oui. Donc j'avais connaissance, les accidents d'avion en Suisse. Et puis les VIP. Les VIP qui sont venus à Payerne. Tu as vu le crash, tu parles aussi du crash de M. Kekes? Bien sûr. Ouais. J'ai retrouvé la cartouche du siège éjectable.
D'accord. Et je lui l'avais donné. Ah, c'est Une terrible. partie on avait retrouvé la cartouche du siège éjecteur, une des cartouches, parce qu'il y en a 4 ou 5. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, une des cartouches, je l'ai retrouvée dans les débris. Ok. Je lui l'ai donnée. Tu retraces un peu cet accident-là. Est-ce que toi, C'est plutôt journalistique. c'est plutôt journalistique? Ouais. Je raconte, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a un accident qui t'a particulièrement marqué pendant cette période? J'en ai connu plusieurs. Par exemple, un pilote là, qui avec son Mirage qui a attrapé le nuage de mouette au décollage. Ouais. Puis qui est retombé avec son siège. Ben, le dos il a été bien amoché. Tout à fait. Tout à fait. Et puis après, tu parles aussi justement de la partie des VIP. C'est les VIP, c'est tous ceux qui venaient faire les visites. Il y a des généraux, il y a des... Oui, tout à fait. Et puis certains trucs qui sont, par exemple, je parle aussi quand la Suisse a loué les F5 aux Autrichiens. Ah ouais, tiens, je savais pas. Ils ont loué toute une série de F5 aux Autrichiens parce qu'ils devaient se former sur... l'Eurofighter. Oui. Parce qu'ils ont maintenant l'Eurofighter. Alors parce qu'ils avaient encore un avion qui était aussi vieux, plus vieux que le Mirage. Oui. Hein, c'était le Draken, non, le Vigen. Le Vigen, oui, le Saab. Le Draken, c'était le plus gros. Ouais. Et le Vigen, par contre, avec l'Autriche, ils sont venus. Ouais. On a aussi, ça c'était des bons moments où on avait... les Français qui venaient, on a eu des Belges qui sont venus, qui volaient chez nous. D'accord. Le G8 de Evian, où c'était la base et 2 escadrilles, plus les nôtres. Alors là, c'était notre première grosse façon d'armer les FA-18. Oui, tout à fait. Alors, je ne vous dis pas que quand on montait les trucs de manipulation ou d'exercice, ça touchait personne. Mais le jour où on a commencé avec ceux de guerre, là, c'était autre chose. Oui, tout à fait. Je me rappelle toujours, parce qu'on avait déjà des exercices en prévision, quand ça allait encore pas très bien dans les années 80, par l'autour, on avait beaucoup d'exercices où on était appelé à la maison. Il fallait équiper les avions de guerre, les pilotes en attente. Oui. C'était toute une période qu'on était comme ça. Et je me rappelle que notre chef à l'époque, il était venu voir quand on a équipé les Mirages avec les Falcons de guerre, les Siva de guerre. Oui. Il était caché derrière la porte. Ils mettent ça comme du chocolat. Excellent. Voilà. Ben écoute, c'est vraiment chouette, tu as bien fait ça. La question de la fin, l'aviation actuelle, l'aviation de maintenant, est-ce que ça te fait toujours rêver? J'ai des doutes. Tu as des doutes? J'ai complètement des doutes. Il faut reconnaître qu'on n'était pas sous stress comme on est peut-être aujourd'hui, où on veut absolument imiter les Américains. Oui. On veut absolument faire comme eux. Et on n'a plus, je pense, l'esprit aviation qui a existé et que j'ai connu. Oui, tout à fait. On se tutoyait entre pilotes et tout le monde, il n'y avait aucune différence, on faisait des broches ensemble en fin de semaine. Il y avait... Et quand on leur causait, on pouvait leur causer. Bien sûr. Ils acceptaient. Je me souviens d'une fois un pilote, même de milice à l'époque, qui n'avait pas réussi à tirer ses roquettes. Ils ont annoncé ça comme panne, et puis que quand on était au dépannage, j'ai été lui demander simplement, vous pouvez juste me refaire les manipulations. Je lui ai demandé 2 fois, puis la 3e fois, j'ai dit, vous avez juste trompé d'un cran. Oh. Mais ça ne va pas plus loin, un autre se serait fâché, tout ça, mais non, merci. Voilà, c'était comme ça. Non, je crois que l'esprit... Et je me fais aussi maintenant un souci, c'est pour le musée. Oui. C'est intéressant d'en parler. Je partais
À la retraite, ben, quand il a été ouvert, non, j'avais mis 60 ans. C'est pas vrai. J'en ai 80 passés. Qui pour expliquer? Bien sûr. Qui pour raconter? Alors, c'est les vidéos qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi dans le but justement de sauvegarde Oui, sauvegarder de ça, cette mémoire, ce qui cette est mémoire. très important. Moi, je trouve. C'est vraiment ça. Et On a... je dois dire une chose encore qui m'a étonné aussi. Dernièrement, j'ai eu pas mal de jeunes. J'ai même eu des apprentis de camions poids lourds de Fribourg, dont la fille qui était avec moi a gagné le concours des mécaniciens poids lourds. Je ne sais D'accord. pas si vous avez vu cette émission, c'est entre les différents pays, Ouais. ben, c'était là. Mais j'ai eu un plaisir avec ces jeunes-là. Ouais. Et c'était aussi de la mécanique et tout. Puis ça fait plaisir de voir ça. Ben, bien sûr. J'espère que... C'est vraiment ça. Hein, de transmettre et puis de... On voit que tu as cette passion-là. D'ailleurs, ça nous plaît beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'on et puis, juste derrière mon livre, alors il y a un mot, vous pouvez le reprendre, vous pouvez le lire à haute voix. À l'arrière, tout à l'arrière. Les avions appartiennent aux mécanos qui les prêtent aux pilotes, avec pour mission de les ramener si possible en bon état. Signé Bertrand Chabert. Tout le monde connaît Bertrand Chabert. Alors, tu peux quand même expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les Alors, internautes. Bertrand Chabert, c'était un Français qui venait dans tous les meetings comme quelqu'un qui raconte, qui parle du meeting, des différentes choses. Tout à fait, c'était Bertrand Chabert. Il connaissait l'aviation. Commentateur de meeting. Commentateur de meeting, il était très, très, très connu. Bien sûr. C'est une très belle phrase. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu là, de nous avoir fait ce transfert de savoir qui nous touche énormément. Ça me fait vraiment plaisir moi, ça m'a fait plaisir tu sois là, et de raconter un peu. Ouais, vraiment, merci beaucoup parce que tu es une mine de savoir. Oui. On a besoin de ça ici, au musée, mais aussi pour les générations futures. Et puis, je te remercie de nous avoir laissé cette mémoire-là, qu'on pourra rediffuser plus tard. Et puis, c'est avec plaisir. Vraiment, merci infiniment. Mais de rien. Merci. À la prochaine. Merci, ciao, ciao.